Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. Le verdict est tombé, insoutenable, inique, révoltant, à ceux qui pensaient que nos tribunaux disaient le droit, rien que le droit, se sont lourdement trompés. En effet, la main du juge était lourde, la sentence était incompréhensible, tout comme celle dont a été victime Abdessamih Abdelhaye, notre cher confrère. Les journalistes sont en danger, la liberté de la presse est en danger, les avocats sont en danger, la liberté est tout simplement en danger. Les citoyens sont en danger. En préparant cette émission, le Parlement européen a réagi à la condamnation de Khaled Drarni par le biais de sa présidence de la sous-commission des droits de l'homme, Marie Arena. Et là, j'ouvre la parenthèse. La condamnation en appel à 2 ans de prison ferme du journaliste Khaled Drarni verrouille le droit à la liberté d'expression dans un pays où la liberté de la presse a été chèrement acquise mais sauvegardée. Il n'est pas de démocratie sans justice, ni de justice sans liberté. Les journalistes sont des défenseurs des droits de l'homme. Qui d'autre peut garantir l'indépendance de l'information en Algérie? Je ferme la parenthèse. Il précède d'1 mois et demi la date que le pouvoir a choisie pour célébrer sa virginité retrouvée, organiser le 1er novembre 2020 un référendum sur la nouvelle constitution. Nous sommes cernés autant que peuple par le danger. Le verdict rendu est un avertissement à tous ceux qui prétendraient vouloir exercer leur métier de journaliste dans la liberté et la responsabilité. Une somme d'indices nous amène à penser que tout le dispositif mis en place par Tebboune et ses sponsors ne répond qu'à une seule exigence, amener le peuple à perdre patience et l'entraîner à accepter la politique du fait accompli. Comment expliquer le report du procès de M. Tebboune, si ce n'est de l'empêcher d'exercer ses droits citoyens pleins et entiers? Le régime algérien n'a produit que de la désespérance, du mépris. Il est en panne de solution. Le pouvoir est complètement isolé, seul et sans ancrage populaire à l'intérieur du pays, d'autant qu'à l'extérieur du pays, la diaspora algérienne a retrouvé un nouvel élan. La marche de dimanche dernier en est la parfaite illustration. L'unité d'action est une nécessité. C'est à travers la mutualisation des énergies, des intelligences et des efforts que nous aboutirons tous ensemble à ce changement de système, à cette rupture tant espérée. Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors, au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action. Et c'est seulement à ce moment que l'espoir sera là.
Algérie, un pouvoir en panne, une justice au garde à vous, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Zouhour Ouamara, enseignante universitaire en droit public et consultante régionale depuis Tunis. Hamid Lellou, médiateur certifié, analyste dans la résolution des conflits depuis Washington via Skype. Et on aura aussi Saïd Issa, journaliste chroniqueur indépendant depuis Alger. Belkacem Neit Saleh, avocat et défenseur des droits de l'homme depuis Oran. Et Pierre Audin, fils de Maurice Audin, à la fin de cette émission. Je vais commencer cette émission avec Hamid Lellou, qui est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Salam alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Wa alaikum salam. Hamid Lellou, alors cette condamnation de Khaled Drarni, 2 ans ferme, une condamnation qui est vraiment tombée, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment en Algérie, très très dur à accepter. Les avocats, bien sûr, ont réagi. Mais votre sentiment par rapport à cette condamnation, Hamid Lellou? Encore une fois, merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de faire partie de vos émissions. Moi, en tant qu'analyste de la résolution des conflits, je ne peux pas m'empêcher de voir cette décision liée au conflit, c'est-à-dire à l'escalade du conflit. Pourquoi? Parce que dans le conflit, il y a des phases. Il y a des parties qui se disputent et puis il y a des phases. On a des phases d'escalade, il y a des phases d'escalation. Et aussi, dans l'équation, il y a le Covid. Comme on le voit partout dans le monde, le Covid touche, pas le Covid qui touche à sa fin, mais c'est le confinement qui se touche à sa fin. C'est-à-dire que l'Algérie, fatalement, comme tous les autres pays, elle sera obligée de réouvrir le pays aux activités. La vie sociale va reprendre bientôt. Ils ne peuvent pas garder les écoles et les universités fermées éternellement. Ils ne peuvent pas garder les transports fermés éternellement. Donc, ce que le régime essaie de faire, c'est d'escalader la situation, envoyer un signal fort à la population algérienne qu'ils ne vont pas lâcher et que ce Hirak qui est expecté, on expecte le retour du Hirak fatalement avec la fin du confinement. C'est pour ça que moi je pense que cette décision qui est brutale du régime contre M. Khaled Drarni est liée à l'escalade. Le régime veut escalader pour prévenir la population de sortir dans la rue. Très bien. Hamid Lellou, vous avez fait bien sûr un rassemblement hier à Washington devant l'ambassade d'Algérie. Pourquoi donc ce rassemblement? C'était bien sûr, il y avait plusieurs rassemblements dans le monde. Oui. En effet, c'était lié. Merci aux réseaux sociaux. On est maintenant ce que le régime ignore, ce que la population algérienne, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, on se parle, on communique, on se rencontre, on échange des idées, on échange des avis, etc. Et donc, il y a eu cet appel pour une veillée, pour allumer des bougies en l'honneur de nos prisonniers politiques ou de nos otages politiques, et aussi pour célébrer ceux qui sont morts et ceux qui continuent à se battre. Donc, suite à l'appel qui a été lancé à toute la diaspora algérienne de partout dans le monde, Washington, comme beaucoup d'autres villes européennes, américaines et canadiennes, on a répondu à cet appel et on avait décidé de se réunir en face du consulat d'Algérie. C'est la vidéo que vous avez vue, et vous avez vu que la première réaction des gens du consulat, c'était d'appeler la police locale. Mais bon, ils sont bêtes. Ils n'ont rien compris. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou. On va essayer de montrer pendant cette émission, bien sûr, les images d'hier, donc votre rassemblement à Washington. Mais on a avec nous Zouhour Ouamara, enseignante universitaire en droit depuis Tunis. Je précise que Zouhour Ouamara est algérienne. Zouhour Ouamara, professeur Zouhour Ouamara, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Zouhour Ouamara, est-ce que vous êtes avec nous?
est-ce que Zuhur Ouammara, Zuhur Ouammara, vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Non, je t'entends pas. Ah, je pense qu'on a un petit souci. Si on peut la rappeler, Zuhur Ouammara. Zuhur Ouammara, on a un petit souci avec Zuhur Ouammara, on essaiera de la rappeler bien sûr. Hamid Lellou, je vais revenir à vous. Quelle est la lecture que vous pouvez faire sur la condamnation de Khaled Drarni à 2 ans de prison? Est-ce que vous pensez que le régime veut passer un message aux autres journalistes, aux autres activistes qui essayent d'aller dans le même sens, de couvrir le Hirak ou les marches, ou de parler de liberté ou si on peut dire des droits de l'homme en Algérie? Oui, c'est évident que c'est un message. À chaque fois que le pouvoir prend des actions, il réfléchit en fonction de le message qu'il veut transmettre. Et rappelons vos téléspectatrices et téléspectateurs que M. Drarni a été condamné à 2 ans de prison après l'appel, suite à l'appel qui était sur 3 ans. Et le délit, c'était incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. C'est quand même ridicule, mais le ridicule ne tue pas. Drarni, tout le monde sait que c'est un journaliste, mais là, le truc qui est particulier par rapport à Drarni, c'est que c'est un journaliste, c'est un activiste, et il a aussi eu des antécédents avec la justice du système. Quand je dis des antécédents, je fais référence aux arrestations précédentes. Et aussi, je reviens toujours à l'analyse des conflits. Quand vous avez une partie comme le pouvoir qui est algérien, qui a les rênes pour le moment, et vous avez l'autre partie qui est représentée par le Hirak, et en particulier par Drarni et autres. Ils l'ont approché. Drarni, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à son itinéraire. Il a été approché. Ils ont essayé de l'acheter. Ils ont essayé de le corrompre. Ils lui ont offert des maisons. Ils lui ont offert d'ouvrir sa propre ONG et la reconnaître. Ils lui ont offert d'ouvrir son propre journal. Il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé de le menacer. Ça n'a pas marché. Et donc, c'est une tête brûlée. Et à mon avis, ce sera partie perdue pour le pouvoir parce qu'ils sont tombés comme sur un coriace. Et il n'est pas le seul, il y a beaucoup de coriaces comme lui. Très bien. Le message qui est passé au fait à la population, c'est que, puisque c'est comme ça, on va au fait escalader. Ça fait partie de l'escalade des conflits. Toujours l'escalade, parce qu'il y a 2 types d'escalade. Il y a l'escalade qui est constructive et l'autre qui est destructive. Et on est du côté du Hirak et on est dans l'escalade constructive et j'espère qu'on va rester là. Très bien. Restez avec nous, Hamid Lellou de Washington. On a avec nous Pierre Audin, fils de Maurice Audin, depuis Paris. Monsieur Pierre Audin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci à vous de m'inviter. Monsieur Pierre Audin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la condamnation de Khaled Drarni? Vous faisiez partie bien sûr d'un comité qui soutenait sa libération et toute la libération des détenus politiques. Un comité international de soutien à Khaled Drarni, qui a été fondé le fin juillet, le 23 juillet. Très bien. Et vous avez fait un rassemblement aujourd'hui? Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, nous avons déroulé une banderole sur une des mairies de Paris, au centre de Paris, dans le 3e arrondissement. Et nous avons marqué ainsi notre indignation et notre protestation sur le jugement en appel qu'a subi Khaled Drarni, qui est un peu moins fort que ce qui était prévu en première instance. Il avait été condamné à 3 ans de prison. Là, il est condamné à 2 ans de prison, mais 1 jour de prison pour Khaled, c'est un jour de trop. C'est une injustice de trop.
Donc vous pensez... Son métier. Vous pensez... Il a fait simplement son métier. On ne peut pas le condamner pour ça. Il a été accusé, juste pour rappeler Pierre Rodin, qu'il a été accusé donc, suite à sa couverture le 7 mars dernier d'une manifestation du Hirak algérien. Oui. Mais il a couvert le Irak depuis le 22 février 2019. Vendredi après vendredi, mardi après mardi. Il était là, il montrait ce qui se passait, il racontait ce qui se passait, il faisait des photos de ce qui se passait, des films, il expliquait ce qui se passait, vendredi après vendredi, mardi après mardi, vendredi après vendredi, mardi après mardi. À la chaîne, sur les chaînes de radio, de télé, sur les journaux officiels, les gens passaient par centaines de milliers en bas de leurs fenêtres et eux, ils ne voyaient rien, ils ne racontaient rien, ils ne disaient rien au peuple algérien. Il y en avait quelques-uns, dont Khaled, qui faisaient le travail et qui informaient et les Algériens et le monde entier de ce qui se passait en Algérie. Le 7 mars 2020, c'est une des nombreuses manifestations qui ont eu lieu. Et il se trouve que Khaled, il est suffisamment responsable, conscient, professionnel, pour avoir dit à ce moment-là, à partir de maintenant, je ne couvrirai plus les manifestations, il y a le virus, il y a la pandémie, il faut arrêter les manifestations, autrement c'est la pandémie qui va gagner. Et donc il a lancé à la limite des appels au peuple pour qu'ils arrêtent de manifester, bien qu'il n'ait pas obtenu encore satisfaction, bien que le mouvement ne soit pas terminé. La pandémie empêchait de continuer les manifestations de rue comme il les faisait jusque-là. Très bien. Pierre Rodin, juste pour rappeler nos téléspectateurs, vous êtes né en Algérie, vous êtes algérien maintenant, Tebboune vous a accordé la nationalité algérienne. Qu'est-ce que cette condamnation représente? Le président de la République algérienne a fait passer en avril une loi sur les fake news. Cette nationalité algérienne, c'est une fake news. Je ne peux pas être naturalisé algérien parce que je suis algérien. Je suis algérien parce que le code algérien de la nationalité dit que le fils ou un enfant d'une Algérienne ou d'un Algérien est algérien. Donc vous pensez que tout ce qu'on a dit dans les journaux algériens, c'était des fake news? C'est l'équivalent d'une fake news. Ce sera plus facile pour moi d'obtenir des papiers. Ça fait 2 ans que je demande des papiers. Ce sera peut-être plus facile pour moi, quoique l'administration algérienne est scalée, ce sera peut-être plus facile pour moi d'obtenir des papiers avec ce décret, mais ce n'est pas un décret de naturalisation. On ne peut pas naturaliser algérien quelqu'un qui est déjà algérien. Voilà, donc, puisqu'il a fait passer une loi sur les fake news, qui commence par l'appliquer pour lui-même, et qu'il arrête de poursuivre les gens n'importe comment. Qu'est-ce que cette condamnation, Pierre Rodin, représente pour vous? Vous êtes algérien, vous êtes en train de dire. Oui. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous en tant qu'Algérien? J'ai toujours été algérien. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous en tant qu'Algérien, Pierre Rodin? C'est mon pays, c'est ma nationalité. La condamnation de Khaled Drarni. Ah, la condamnation, oui. C'est un scandale, je l'ai déjà dit. Je pense que c'est un scandale, que chaque jour qu'il passe en prison est un scandale. Là, il en est à presque 180 jours de prison. Ça fait presque 180 jours de scandale ignoble. C'est absolument pas normal. Et la preuve, c'est qu'il est en train de dépérir en prison. Il est toujours libre dans sa tête. Il est toujours ce qu'il a toujours été, professionnel, consciencieux. Il fait les choses vraiment comme il faut. Il garde sa direction, mais il n'empêche que physiquement, il est en train de dépérir en prison. Et bon, il faut le laisser tranquille, il faut le gracier, il faut le réhabiliter, il faut le laisser travailler, et il faut laisser tous les Algériens s'exprimer. L'opinion, c'est pas un délit. Le journalisme, c'est pas un crime. Juste pour revenir, Monsieur Pierre Rodin, sur les déclarations de Marie Arena qui sont tombées donc juste après la condamnation de Khaled Drarni. Marie Arena, qui est présidente de la sous-commission des droits de l'homme,
à l'Union européenne, au Parlement européen. Et là, j'ouvre la parenthèse, la condamnation en appel à 2 ans de prison ferme du journaliste Al-Draghni verrouille le droit à la liberté d'expression dans un pays où la liberté de la presse a été chèrement acquise mais sauvegardée. Il n'est pas de démocratie sans justice, ni de justice sans liberté. Les journalistes sont des défenseurs des droits de l'homme. Qui d'autre peut garantir l'indépendance de l'information en Algérie? Je ferme la parenthèse. Votre sentiment, Pierre Audin? Je suis parfaitement d'accord. Je pense que, en particulier, les Moudjahidines et les Chouhada et mon père, par exemple, qui a donné sa vie pour la lutte dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, se battait pour une Algérie qui soit indépendante, libre, multiculturelle, solidaire, fraternelle. C'est pas du tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Normalement, à l'issue de la lutte de tous ces martyrs, l'Algérie devrait être première des droits de l'homme. Elle devrait être première de la liberté de la presse. Là, elle est lamentablement à la 146e place dans le classement de la liberté de la presse. 146e sur 180. Elle peut encore descendre. Mais c'est quand même scandaleux par rapport à tous ces gens qui ont donné leur vie, qui ont souffert dans leur chair pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Faire un pays qui est dans cet état-là, je pense que ceux qui sont au pouvoir, ils ont échoué. Il faut qu'ils laissent la place, qu'ils laissent la place en particulier aux jeunes. Il est tout à fait anormal que les jeunes Algériens, qui sont formidables, qui ont plein d'idées, qui ont plein de ressources, c'est la richesse de l'Algérie, c'est sa jeunesse. Il est tout à fait anormal que les jeunes Algériens s'enfuient en bateau, perdent la vie dans la Méditerranée, parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur propre pays, et ils sont obligés de s'enfuir et de laisser leur vie en Méditerranée. C'est un scandale. Il faut absolument que cette génération de gens qui a voulu prendre le pouvoir, qui en a usé, qui en a abusé, il faut absolument qu'ils laissent la place, et qu'ils laissent les gens discuter, et qu'ils laissent les gens faire leur propre constitution, leur propre loi, s'occuper eux-mêmes d'une nouvelle constitution, d'une nouvelle façon de fonctionner. C'est pas ce qui est en train de se faire. Le chef de l'État actuel a fait approuver par le Parlement du système à l'unanimité, c'est un scandale, à l'unanimité, le projet de constitution qui va soumettre, soi-disant, au peuple. Mais le peuple n'a absolument rien fait dans ce projet de constitution. Il n'a pas été impliqué dans la participation à l'écriture de cette constitution. Elle ne vaut rien, cette nouvelle constitution. C'est juste le système qui essaye de se reproduire et de garder le pouvoir. C'est pas comme ça que l'Algérie s'en sortira. Audin, les semaines à venir, les mois à venir, l'avenir de l'Algérie en général, comment vous le voyez? Vous avez vu la diaspora se mobiliser en France, je rappelle que vous vivez en France, comment vous voyez les choses? Certes, le régime est dans sa logique, il est en train de préparer cette révision de la Constitution, il a choisi une date symbolique qui est le 1er novembre pour le référendum. Ce régime ne veut pas écouter le peuple. Comment vous voyez les choses évoluer, Pierre Audin? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils s'accrochent, comment ils font pour s'accrocher comme ça, alors qu'ils ont déjà mis leur fortune à l'étranger, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'ils continuent à s'accrocher alors que de toute évidence, le peuple algérien ne veut plus de ça. Le peuple algérien ne veut plus de ce système, ne veut plus de ce pouvoir, ne veut plus de ce fonctionnement. Et on n'en sortira pas, on n'y arrivera pas. Il n'y a aucun avenir pour l'Algérie, si ce n'est de continuer à dégringoler dans tous les classements internationaux, dans toutes les compétitions internationales. L'Algérie va continuer à tomber. Si l'objectif de l'Algérie, c'est d'être 180e sur 180 en ce qui concerne la liberté de la presse, c'est bien parti. Donc il faut absolument que le pouvoir se rende compte qu'il faut arrêter, que le pouvoir actuel est en train de mettre l'Algérie au banc des nations. C'est absolument impossible de continuer ainsi. Il faut laisser la place à une nouvelle génération, à un nouveau fonctionnement. Il faut que les gens puissent s'exprimer, puissent discuter entre eux, partout, dans tous les coins du territoire national, qui puissent s'exprimer,
dire ce qu'ils veulent, et que ça remonte petit à petit vers une assemblée constituante qui fasse une constitution qui garantisse au peuple algérien d'être maître chez lui. Très bien. Pierre Audin, juste avant de vous laisser partir, et merci beaucoup pour votre temps, juste pour rappeler l'information que vous venez nous dire dans l'émission de Microscope, vous avez dit que c'est une fake news concernant l'octroi de la nationalité algérienne par M. Tebboune. Ben, je ne peux pas être naturalisé algérien si je suis déjà algérien. Très bien. Merci beaucoup. Merci Pierre Audin, merci pour votre temps, merci pour cette intervention. Je vous remercie beaucoup. Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui était avec nous depuis Paris. Zohour Ouamara, qui nous a rejoint, donc un petit souci avec la connexion, mais elle est avec nous, enseignante universitaire en droit public et consultante régionale. Zohour Ouamara, bonsoir. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci à vous. Zohour Ouamara, quelle est votre pensée, quel est votre sentiment par rapport donc à cette condamnation de Khaled Drarni? Alors, cette condamnation, comme vous avez déjà constaté, c'était comme une honte, on va dire, aujourd'hui pour la presse, en tout cas en Algérie. Je m'excuse, mais il y a le son qui se répète. Est-ce qu'on peut régler ça à la régie si c'est possible? Nous, on vous entend très très bien. D'accord. Alors, c'est vraiment une atteinte à la liberté de presse, à la liberté d'expression, mais aussi au droit à l'information. Khaled, avant tout, en fait, il était le symbole d'une jeunesse algérienne compétente, qui aimait son travail, qui savait toujours comment rester intègre, comment communiquer l'information d'une façon très objective. À l'échelle internationale, il avait très très bien à représenter l'Algérie. Et maintenant, en fait, ça a un effet contraire, on va dire, parce que c'est cette jeunesse-là, c'est cette jeunesse algérienne compétente qui croit en fait à un lendemain meilleur qui est maintenant qui a été mise en danger à travers l'image de Khaled Drarni, à travers la personne de Khaled Drarni, parce que ce n'est pas uniquement Khaled Drarni qui est le journaliste maintenant qui demeure, on va dire, en prison, mais justement c'est le symbole en fait que lui il projette, que ce soit sur un plan national ou bien sur un plan international. Aussi, cette condamnation, c'est une atteinte à l'établissement d'une certaine, on va dire, ambiance saine pour l'exercice de la liberté journalistique. Parce que aujourd'hui aussi, ses confrères et ses consoeurs, ils se sont contrariés. Ils ne savent plus, on va dire, comment exercer cette liberté journalistique sans la garantie de ne pas se retrouver en prison. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y avait un message à faire passer à travers donc, cette condamnation? Bien évidemment. Et quel message, Zohour Ouamara? Le message, c'est le fait de ne pas garantir une liberté d'expression totale et générale à tout le peuple tunisien. Pardon, à tout le peuple algérien. C'est ça en fait. C'est le fait de contrarier ou c'est le fait d'essayer de présenter une seule image. Comme par exemple une certaine fake news par rapport à une certaine histoire avec l'ONU en fait. Oui, celle de l'APS, le communiqué de l'APS. Exactement, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc, c'est ça ce qu'on veut en fait imposer au peuple algérien. Une seule idée, une seule façon de penser les choses, le fait d'imposer une seule opinion et condamner l'opinion contraire.
Très bien. Zohor Ouamara, restez avec nous juste pour rappeler que vous êtes enseignante universitaire en droit public et consultante régionale. Vous êtes algérienne, mais vous enseignez à l'université de Tunis, l'université de faculté et de faculté de droit. Il nous a rejoint Belkacem Nait Saleh, avocat et défenseur des droits de l'homme. Maître Belkacem Nait Saleh, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Si Belkacem, pour revenir donc à l'affaire Khaled Drarni, le verdict est tombé, un verdict très lourd. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Nait Saleh? Tout d'abord, je n'étais pas surpris et je m'y attendais dès le départ. Il y a une certaine confusion. Il ne faut pas faire une lecture juridique à un dossier qui a une connotation politique. Donner une interprétation judiciaire à un dossier éminemment politique, c'est faire fausse route. Dès le départ, le pouvoir a pris de la politique. Elle a pris de la politique, une politique répressive, d'interpellation, de jugement, de poursuite contre certaines figures qui étaient d'une certaine manière des figures de cour de Chirac, quoique il n'y a pas de leadership. À partir de là, il fallait s'y attendre. Toujours est-il qu'il faut faire acte de rationalité et d'intelligence. Dès le départ, il fallait bien s'y attendre, parce qu'il n'y aura pas de solution dans l'immédiat pour le pouvoir politique. Il y a une impasse politique, il y a une crise politique grave qui fait ses origines depuis 1962. Maintenant, il y a eu l'éruption d'un élément et un facteur déterminant qui est le peuple. Le peuple veut se libérer de cette tutelle dont il est victime depuis si compétent. À partir de là, il y a eu des poursuites. Toujours est-il que le débat ainsi peu a été poursuivi. Comment il a été poursuivi? On essaie d'une manière ou d'une autre de s'éloigner de la demande pressante d'un changement radical du système politique vers des chemins insidieux tels que l'interprétation d'un débat sur la Constitution, l'Algérie nouvelle, les débats sur la presse, un certain nombre de poursuites qui ont été faites cette situation, elle a pour objectif de distraire tout le monde. Or, l'élément essentiel et donc qui exprime l'impasse, c'est qu'il n'y a pas une offre politique d'un changement ou d'une manière de faire. Mais qui est responsable, c'est Belkacem Nait Saleh, qui est responsable de l'autre politique de changement? Si le régime en place ne veut pas entendre d'un changement, il ne veut pas que ça change, et il veut que ça continue, et on est en train de voir la continuité du même régime. Pire encore, il y a d'autres qui disent que sous l'ère de Bouteflika, on n'a pas vu ce qu'on est en train de voir sous l'ère de Tebboune. Il est évident. Il faut bien comprendre les enjeux. Nous parlons d'intérêts et de privilèges. Les gens qui ont vécu et qui ont amené le pays vers le désastre après 20 années de Bouteflika et j'en passe, ces gens-là, ils ne sont pas prêts à lâcher les richesses d'un pays. Ils ne sont pas prêts à... Mais si Belkacem Nait Saleh, ces gens-là ne sont pas prêts à lâcher, est-ce qu'ils sont toujours au pouvoir? Est-ce qu'ils sont toujours aux commandes? Belkacem Nait Saleh? Je pense qu'on a perdu Maître Belkacem Nait Saleh. Espérons on va essayer de le recontacter. Saïd Issa, journaliste chroniqueur indépendant, qui est avec nous dans cette émission aussi, qui nous a rejoint. Saïd Issa, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir, monsieur Nasser. C'est monsieur Nasser, bien. مرحبا بك سي سعيد عيسى. مرحبا بك أنتم في اللاون. Je vous remercie beaucoup. Et bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs.
Azoul Fellek, c'est Saïd Aïssa. Saïd Aïssa, vous êtes journaliste. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après la condamnation de Khaled Drarni? Il y a d'autres journalistes aussi qui sont en prison. Il y a des détenus politiques aussi. Votre sentiment, Saïd Aïssa? Avant de vous donner mon sentiment, qui sera bien sûr très négatif, parce que je suis peiné pour cette condamnation qui est un simulacre de justice, j'aimerais vous dire qu'il y a un an, quand le docteur Kamel Difrar était mort, et pendant les premières semaines du Hirak, j'avais rencontré un couple d'Algériens, de militants qui étaient au milieu de la foule et qui portaient une pancarte où il y avait écrit « Je ne me pardonnerai jamais la mort de Kamel Difrar, je demande pardon à ses enfants, libérer tous les détenus pour délit d'opinion ». Je dirais aujourd'hui la même chose pour Khaled Drarni. Je crois que personnellement, je ne me pardonnerai jamais l'incarcération et la condamnation de Khaled Drarni à 2 ans de prison ferme, parce que je me pose toujours la question, pourquoi en 2020, en Algérie, un journaliste est condamné pour délit d'opinion? Je pense que c'est un simulacre de justice, comme je vous l'ai dit précédemment. Mon sentiment est un mélange de consternation et de colère. Allô? Saïd Aïssa, je vous entends très bien. Ah oui, d'accord. Donc je vous disais que mon sentiment est un mélange de consternation et de colère face à cette justice et face à cette nouvelle Algérie, entre guillemets, qu'on nous veut faire gober. Mais en vérité, comme vous l'avez si bien dit avec votre intervenant il y a quelques minutes, le règne de Bouteflika a été plus clément que les jours sombres que les Algériens vont devoir affronter bientôt. Mais quand il nous parle, Belkacem Naïd Saleh, quand il nous parle bien sûr d'une nouvelle Algérie, oui, qu'une nouvelle ère va commencer, où les droits et les libertés seront respectés, est-ce que vous pensez que c'est un message clair après la condamnation de Khaled Drarni, qu'on est à l'opposé de ce qu'ils sont en train de nous dire? Bien entendu, ils n'ont qu'à commencer. Aujourd'hui, nous avons demandé à maintes reprises, à travers le peuple algérien, a demandé à maintes reprises à ce pouvoir de tendre une main. On leur a tendu une main et le pouvoir aurait dû donner des signes d'apaisement en essayant de calmer. Mais apparemment, c'est comme un match de football où une équipe qui est un peu plus faible que l'autre, qui essaye de pourrir le jeu pour essayer de sortir à moindre dégâts. Je pense que la nouvelle Algérie dont on parle aujourd'hui est une utopie, et cela restera une utopie. Nous sommes sur le terrain et nous comptons depuis des mois le nombre de militants incarcérés injustement et condamnés. Donc de quelle nouvelle Algérie veulent-ils nous parler? Très bien, restez avec nous, Saïd Aïssa. Je vais revenir à vous. On me dit que Maître Belkacem Naïd Saleh est de retour avec nous. Maître Belkacem Naïd Saleh, est-ce que vous m'entendez? Maître Belkacem Naïd Saleh? Je vous entends. Très bien. Je vous ai dit que je vous ai posé la question avant que ça se coupe, Maître. Qui sont les gens aux commandes? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que c'est vous avez parlé d'une partie du régime qui contrôlait donc le pays? Est-ce que c'est toujours les mêmes qui sont en train de contrôler le pays? Effectivement, depuis 1962, il n'y a qu'un pouvoir réel qui a l'autorité sur l'Algérie. La façade civile, elle change en fonction. Mais le problème majeur, c'est que en 2007, il y a eu une éruption. L'éruption, c'est le peuple qui a voulu récupérer
sa dignité et qui a voulu récupérer son pays et qui veut actuellement avoir un droit sur ses richesses. À partir de là, n'attendez pas, il ne faut pas être un peu naïf. À partir de là, nous parlons d'intérêt, nous parlons de bénéfices, nous parlons de richesses qui ont été accaparées par des gens qui depuis 58 ans n'ont vécu que sur la route. À partir de là, ils ont miné la société, ils ont miné la société algérienne, ils ont miné le peuple par cette manière de distribuer la rente. Mais cette fois-ci, il y a eu un événement majeur qui est l'irruption du peuple dans la scène politique. Maintenant, le peuple est devenu, dans cette équation, est devenu le numéro le plus décisif. Alors, à partir de là, le pouvoir fait de la politique. Il fait de la politique. Il ne faut pas se tromper. Mais il n'a pas de solution pour les problèmes immédiats de l'Algérie. Il essaye, par tous les moyens, par manœuvre dilatoire, d'essayer d'opérer un changement superficiel pour la revendication majeure. C'est un changement radical en profondeur de la crise. À partir de là, le changement, il viendra. Il est impossible qu'aucune force ne peut faire barrage ou venir à travers les aspirations du peuple. Ça relève un petit peu, je dirais, de l'insouciance, si on arrive à qualifier cette attitude-là. Très bien. Maître Belkacem Nait Saleh, j'aimerais avoir votre réaction par rapport donc à la déclaration qui vient de tomber bien sûr cet après-midi après la condamnation de Khaled Drarni, déclaration de Marie Arena qui est bien sûr la présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen et qui bien sûr a condamné cette condamnation. Quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est ce que nous avons toujours mis en garde. Nous ne voulons pas que dans les affaires algériennes, des puissances étrangères puissent intervenir dans les affaires algéro-algériennes. C'est comme si on était un peuple mineur et que nous ne sommes pas capables de nous défendre. Or, il s'avère que maintenant, cet aveuglement, cette manière de faire, de vouloir à tout prix essayer de briser la volonté du changement en Algérie, nous amène vers des issues et des sentiers que nous espérons éviter par tous les moyens. Mais pourquoi, Maître Belkacem Nait Saleh, quand il s'agit... je vais vous dire une autre information, Maître Belkacem Nait Saleh. 90 000 € ont été donnés à l'Algérie par l'Union européenne pour l'aide à ceux qui ont subi donc ceux qui ont subi le tremblement de terre à Mila. Et quand il s'agit des aides, on ne nous parle pas, on ne nous dit pas que c'est une ingérence dans les affaires de l'Algérie. Et là, quand il s'agit des dépassements et qu'il y a déclaration ou condamnation, on nous dit que c'est une ingérence dans les affaires de l'Algérie. Il faut revenir à toute raison garder qu'il y a un traité entre l'Union européenne et l'Algérie. Et parmi les chapitres, il y a un chapitre concernant les droits de l'homme. Maintenant, pourquoi on n'est pas allé dans cette voie? Maître Belkacem Nait Saleh, je pense qu'on a perdu, on me dit à l'oreillette, des petits soucis de connexion avec l'Algérie, malheureusement. C'est le bac. Allez, on est bac, il nous dit c'est le bac. Hamid Lellou, je vais revenir à vous. Est-ce que vous avez une réaction par rapport donc à la déclaration de Marie Arena qui vient de condamner donc la condamnation de Khaled Drarni? Il parle bien sûr, elle parle que Khaled Drarni est un journaliste. Cette condamnation ferme du journaliste Khaled Drarni verrouille le droit à la liberté d'expression dans un pays où la liberté de la presse a été chèrement acquise mais sauvegardée et n'est pas de démocratie. Sans justice, ni de justice sans liberté. Votre réaction?
Oui, avant de répondre à cette question, juste une clarification pour vos téléspectatrices et téléspectateurs. Il s'agit bien du Parlement européen. Il ne s'agit aucunement d'un pays européen. Et ça, c'est un détail qui est très, très, très important. D'autant plus que l'Europe politique n'existe pas. Donc le Parlement parle pour lui-même. Il n'engage aucun gouvernement européen. Du coup, ça devient caduc. C'est juste des paroles en l'air. Ils n'ont aucune importance. Le Parlement européen ne peut pas forcer ni l'Algérie ni un autre pays à faire quoi que ce soit. C'est les gouvernements qui traitent avec les gouvernements. Donc, c'est pas grand-chose. Maintenant, par rapport à notre ami Maître Belkacem... C'est pas grand-chose, même si ces institutions sont respectées à l'échelle internationale. Sont respectées c'est des députés, bien sûr, qui sont élus par les peuples. Oui, elles sont élues par les peuples pour travailler pour leur peuple. Elles n'engagent en rien les politiques étrangères des pays souverains. Revenons à la définition des pays souverains. L'Europe politique n'existe pas. C'est des pays individuels. Si la France, via son gouvernement porte-parole, ou l'Allemagne, ou autre pays européen, faisait une déclaration de ce poids, à ce moment-là, elle serait importante et elle serait à tenir en compte. La déclaration d'un parlementaire, franchement, ça n'engage que le parlementaire ou l'institution qui ne représente pas le pays ou qui ne représente pas le bloc politique. Et d'ailleurs, je suis surpris que Maître Belkacem parle d'ingérence étrangère. Vous avez bien fait de dire que quand il s'agit de faire des dons à l'Algérie, on les accepte, il n'y a pas d'ingérence, mais dans l'autre sens, ça devient une ingérence. Le poids, là où il y aurait de poids, même si c'est pas c'est plutôt important, c'est si c'est une institution de l'ONU qui faisait une déclaration et je dis bravo à nos compatriotes de France et de Genève qui continuent à faire le pressing et j'espère que ces demandes-là iront jusqu'au bout. Sinon, le Parlement européen, ça reste une déclaration un peu politicienne pour dire qu'on a fait ou qu'on a dit quelque chose. Sinon, ça n'ira pas loin. Mais j'aimerais bien faire d'autres clarifications parce que ce qui a été dit pendant que j'écoutais, c'était très, très important. Vous avez parlé de justice de téléphone. À l'époque, c'était une justice du téléphone implicite ou tacite. On disait, c'est le téléphone qui fait. Maintenant, ce n'est plus le téléphone. On l'a bien suivi à la télévision. Feu Gaïd qui disait à son soi-disant ministre de la Justice, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, je vous donne des ordres. Il faut aller jusqu'au bout. Ce soi-disant président, qui n'a jamais été président, bien sûr, vient à la télé et il nous dit c'est un khabarji, avant même qu'il soit arrêté, ou bien le moment où que Draghi est arrêté. Donc, je rejoins un de vos intervenants qui disait c'est une décision politique. Donc, on ne peut même pas l'analyser du point de vue juridique. Le dossier de Khaled Draghi est vide. Il est complètement vide. Donc, il n'y a rien à dire. Maintenant, il y a aussi Odin, notre compatriote Odin, qui a dit que l'Algérie était classée 146 parmi 180 pays avec RSF, donc Reporters sans frontières. J'ajouterai une autre information, c'est Freedom House, qui est une organisation internationale qui fait un petit peu l'analyse des libertés dans le monde. Il a le score de l'Algérie, 34 points sur 100, c'est-à-dire 3,4 sur 10. Et les indicateurs qu'ils ont pris pour ça, ils ont pris des indicateurs par rapport aux droits politiques et aussi aux libertés civiles. Donc, pour vous dire que la situation de l'Algérie... Et j'aimerais bien aussi apporter une clarification de votre ami qui est intervenu d'Algérie. J'étais un petit peu déçu qu'il utilise le mot la clémence de Bouteflika. Non, c'est pas... la situation maintenant n'est pas pire que ce qu'a été Bouteflika. C'est la même chose. Et pour vous répondre à votre question, qui commande ? Pourquoi ils ne partent pas ? Je vais vous donner une autre théorie. Ces gens-là, ils n'aimeraient pas partir, bien sûr. Mais même s'ils voulaient partir, ils ne pourraient pas. Parce que votre insinuation, je l'ai très bien compris. Ils sont téléguidés. Ils sont téléguidés parce qu'ils sont corrompus et parce qu'ils sont pris au piège.
Ils ne peuvent rien faire. Restez avec nous, Hamid Lello. Zouhour Ouamara, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Zouhour Ouamara? Oui. Zouhour Ouamara, à un mois et demi donc, de ce référendum, de la révision de la Constitution, cette condamnation qui tombe vraiment comme un malheur pour tous les journalistes, surtout qui essayent d'exercer leur métier librement. Quel est votre sentiment? Quel message voulait passer le régime à travers cette condamnation? Tout d'abord, je vais traiter le problème justement entre la théorie et la pratique. C'est ça en fait le premier problème. Le fait de vouloir faire passer une constitution, une nouvelle constitution, là où on voudrait garantir les droits et libertés, mais en contrepartie, dans la pratique, on est en train de faire le contraire des choses. Ça, en fait, ça va créer une certaine entorse. Une entorse qui fera mal, en fait, au peuple algérien, mais aussi elle fera mal aussi aux institutions algériennes. Pourquoi? Parce que le citoyen algérien ou bien n'importe quel individu sur le sol algérien, il va plus se sentir en sécurité. Et c'est ça, en fait, le principe de la sécurité juridique. C'est pas le fait, en fait, de changer les lois et de créer cette instabilité juridique. Non, pas du tout. C'est le fait qu'une personne sur un sol bien déterminé, dans un état bien déterminé, elle arrive à se sentir juridiquement en sécurité. Et justement, à travers ces pratiques, on est en train d'estomper, on est en train, en fait, de s'éloigner de ce principe de sécurité juridique qui est un principe fondamental et fondateur pour l'établissement d'un état de droit. Je vais revenir sur la question donc, des déclarations de Marie Arena avec vous, Zouhour Ouamara, et je pense que vous faites partie aussi d'une ONG qui est internationale. Est-ce que vous pensez que ces déclarations ont un impact à l'international ou sur l'Algérie en particulier? On parle bien sûr de l'affaire de Khaled Drarni, la déclaration qui a été très claire, la condamnation bien sûr sur ce verdict de Khaled Drarni. Bien sûr, premièrement, cette condamnation, elle s'est reposée sur un fait juridique. L'Algérie, elle a ratifié une somme de traités internationaux et surtout du pacte international concernant les droits et libertés politiques et civiles. Donc, l'Algérie, en fait, elle voudra exister sur un plan international. Donc c'est pour cette raison que la société internationale, elle se permet aussi de statuer sur des faits nationaux, sur des événements qui se passent en Algérie. Donc, cette condamnation-là, elle émane d'un certain constat juridique, on va dire. Après, l'impact de ces déclarations-là, c'est clair, le fait de créer déjà une solidarité internationale. Maintenant, on vit dans un petit village, on va dire, mondialisé. C'est la mondialisation sur tous les plans, que ce soit politique, économique, juridique, social et sociétal aussi. Mais à ce niveau-là, bien sûr, cette condamnation, cette déclaration, on va dire, venant du Parlement européen, elle a un impact qui est purement diplomatique. Et justement, on aura besoin d'employer plus d'efforts, d'avancer encore plus, d'apporter aussi, pourquoi pas, l'affaire de Khaled Drarni, par exemple, devant la Cour européenne des droits de l'homme, en cas d'épuisement de tous les recours nationaux, comme aujourd'hui, par exemple, Maître Badi, quand on lui a posé la question. Allô? Zouhour? Oui? Allez-y, est-ce que vous voulez terminer votre idée?
Oui, je disais en fait, au cas où on a épuisé tous les recours nationaux, et comme aujourd'hui on a posé cette question à Maître Badi, on lui a dit est-ce que vous allez porter ce procès devant la haute cour, qui est la cour de cassation, et il a dit mais ça prendra en fait des délais qui pourraient même dépasser ces 2 ans. C'est aussi cette certaine éventualité-là de porter ce procès-là devant la Cour européenne des droits de l'homme, tant que justement maintenant il y a cette atteinte à ces droits de l'homme. C'est le fait de porter atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte aux droits de l'homme, et donc le fait de recourir à un mécanisme juridictionnel international, bien sûr, c'est une chose en fait qui pourrait se faire. Restez avec nous, Zohor Ouammara. Saïd Aïssa, je vais revenir à vous et je vais rappeler juste que vous êtes aussi journaliste, Saïd Aïssa, chroniqueur indépendant. La condamnation de Khaled Drarni en tant que confrère, bien sûr, est-ce que vous pensez que cette condamnation va faire peur aux journalistes de faire leur travail en toute transparence et liberté? Oui, j'avais répondu à peu près la même question dans cette émission. Il y a des journalistes, bien entendu, qui préféreront l'assiette, la soupe à leurs principes. Il y en aura d'autres qui resteront droit dans leurs bottes, les idées bien en place, et défendront leur idéal et continueront de voir l'Algérie prospérer, démocratique, etc. Je pense qu'elle fera peur, certainement, mais d'un autre côté, beaucoup de journalistes vont redoubler d'efforts pour, entre guillemets, venger leur confrère Khaled Drarni et montrer que la presse algérienne, qui a tenu bon dans les années 90, malgré le terrorisme, malgré toutes les pertes qu'il y a eu, a relevé le défi, et la plume acerbe des journalistes algériens est restée telle qu'elle, malgré tous les défis. Donc, j'aimerais aussi revenir à si vous permettez, à cette déclaration du Parlement européen. Moi qui ai vécu et qui vis encore à Strasbourg, le lieu du Parlement européen, je pense que votre intervenant de tout à l'heure, qui était en désaccord avec moi, mais moi je suis en total accord avec lui quand il dit que les relations internationales actuellement au niveau politique sont régies par des relations bilatérales et les pays du Sud riches ont très compris que les pays européens en crise sont prêts à dialoguer et à faire du business avec le diable tant que leurs intérêts et leurs usines tournent bien. C'est le cas de Trump aux États-Unis avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu un antécédent, la mort du journaliste saoudien à l'ambassade ou au consulat d'Algérie à Istanbul, du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, qui a été tué, et les pays ne se sont pas sentis concernés par cela. Il y a eu des condamnations ici et là, mais c'était très très léger. On continue à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, à l'Égypte, où il y a des milliers de gens dans les prisons, et on continuera à faire du business avec le pouvoir algérien tant qu'il y aura de l'argent en Algérie. Donc je pense que la déclaration européenne est plus folklorique que sérieuse. Je pense que les relations politiques et diplomatiques se font ailleurs. Donc, se font ailleurs. On va essayer, Saïd Aïssa, de voir cette vidéo donc, des Algériens qui se sont mobilisés, les Algériens de l'étranger, qui se sont mobilisés pour aller à Genève, donc, pour remettre une lettre au bureau des droits de l'homme de l'ONU. Et on va essayer de voir ces images et je vais revenir à vous.
أنا ما يعلو ذافو أندو 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 أنا ما يعلو ذافو جزائر حرة ديمقراطية الجزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية Pas la répression, liberté d'expression. Je vous remercie, chers amis. Donc, le temps de remettre le document et aller pour la famille. Saïd Issa, je vais revenir à vous. Donc, on a remis aujourd'hui encore une lettre, une plainte contre l'État algérien au commissariat des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Est-ce que vous pensez que ces actions sont importantes pour donner, si vous voulez, de la voix à ce combat pour la liberté et le changement en Algérie? Saïd Issa. Importantes, bien entendu. Je pense que... Oui, vous m'entendez? Je vous disais certainement qu'elles sont importantes. Toute action politique qui porte à libérer un détenu politique, à mener à pousser vers l'avant un combat politique en Algérie ou dans un autre pays où il y a l'oppression et aussi la dictature, bien sûr qu'elles sont importantes. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que le salut des Algériens viendra d'eux-mêmes et toutes les révolutions, qu'elles soient des révolutions armées ou pacifiques, ce sont les peuples eux-mêmes qui les portent vers la victoire. Notre révolution est semblable à celle qui s'est produite il y a 30 ans en Tchécoslovaquie, où qui a vu un éminent écrivain, Václav Havel, arriver au pouvoir. C'était la révolution de velours. La nôtre, c'est la révolution de sourire. J'espère que ce sourire ne sera pas alterné par un rictus, ni par les aléas de la politique internationale. Je pense qu'elles sont très très importantes, mais le plus important, ce sont les enfants de l'Algérie à l'extérieur et à l'intérieur de l'Algérie qui le feront. Très bien, restez avec nous. Saïd Issa, Belkacem Naït Saleh, maître Belkacem Naït Saleh, très rapidement, comment vous voyez les choses à un mois et demi donc, de ce référendum pour la révision de la Constitution, une politique du fait accompli que les Algériens pensent, mais aussi les actions qui sont toujours là, surtout la diaspora algérienne. Maître Naït Saleh. Maître Naït Saleh. Oui, je vous écoute. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, je l'ai entendu. Je vous en prie, allez-y, Maître Naït Saleh. Oui. Une précision de taille. Moi, j'ai dit qu'on a toujours mis, dès le départ, on a mis en garde. Nous avons écrit, nous l'avons dit. Nous avons dit cette manière de faire, d'interpeller les gens, de vouloir utiliser la répression, ne mène à rien, elle nous mène au désastre. Si le Parlement européen condamne, si ce n'est pas une ingérence dans les affaires d'un État, alors je ne sais pas quel est le qualificatif qu'il faut utiliser. La condamnation du Parlement européen, elle est morale, elle n'est pas politique, elle est morale. Et là, le pouvoir doit prendre en considération ce genre de condamnation et essayer de revoir sa copie. Concernant l'avenir du pays, Belkacem Naït Saleh, je vais revenir juste par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez dit que c'était moral, mais aussi il y a des accords qui lient l'Algérie à l'Union européenne, au Parlement. Bon, là on parle de Parlement européen, mais à l'Union européenne, il y a des accords qui lient ces deux pays. C'est l'institution européenne et l'Algérie. Absolument, mais l'autorité politique, c'est la Commission européenne, ce n'est pas le Parlement. L'avis du Parlement, il est pris en considération. Mais c'est une condamnation morale. L'Algérie vient de recevoir une condamnation morale. Nous sommes un peuple qui existe. Nous ne sommes pas un pays qui est aux alentours ou à la périphérie du monde.
Nous sommes la profondeur stratégique et sécuritaire de l'Europe. Nous sommes un pays qui a une histoire et qui a une géographie. Nous ne parlons pas d'un pays à la périphérique du monde. Nous parlons de l'Algérie en dépit du désastre et le drame que vit l'Algérie actuellement. Pour revenir, c'est un problème algéro-algérien. C'est aux Algériens de défendre Drarni et autres, et tous les anonymes, et Abdel-Sami, Abdel-Hay et les autres, et tous les anonymes. Saïd Boudour, dont vous êtes, je pense, dont vous êtes l'avocat, je pense, Maître Nait Saleh. Oui, je connais le dossier, j'étais présent de la première heure de sa présentation et nous continuons à suivre le dossier. La question, vous posez une question pertinente. Le devenir de ce pays-là, l'autorité réelle, le pouvoir réel a compris que le changement est inévitable. Il essaye de faire ce qu'on appelle les arrangements et les aménagements nécessaires. Parce que nous parlons d'un pays où il n'y a plus d'institution en dehors du pouvoir réel qui est l'institution réelle. Mais nous ne voulons pas de pays aussi, le peuple ne veut pas l'aventurisme. Il faut jeter des passerelles. Et je compte que demain, l'autorité réelle, le pouvoir réel est en train de jeter. Ce genre de manœuvres, ils sont tout à fait compréhensibles. Nous parlons d'une institution qui a régné en maître et depuis 5 juillet 62 sur ce pays. Nous parlons actuellement de que le peuple qui a fait irruption dans la scène politique ne veut plus entendre parler de cette tutelle. Il veut en finir avec cette tutelle. Il veut construire un état de droit. Il veut construire un état d'institution. Il veut retourner à cette Algérie que nous avons reçue de génération de 54. Il veut donner à ce pays l'éclat qu'il mérite, la place qu'il mérite. C'est un combat. Nous comprenons qu'il faut faire des sacrifices. Et c'est la guerre des volontés, entre la volonté qu'on veut imposer au peuple et un peuple qui ne va pas se soumettre à deviendra qu'on pourra. Nous vivons actuellement en Algérie. Moi, je ne vis pas en dehors de l'Algérie. Je vis à l'intérieur et j'entends la jeunesse, et j'entends les femmes, et j'entends tous les corps. Maintenant, cette manière de faire, elle est inopérante, elle est inapplicable, elle est inappropriée. Parce qu'ils ne peuvent pas casser, briser la volonté d'un peuple qui a décidé de reconquérir sa dignité, sa souveraineté sur son pays, sur ses richesses. Il en est fini le temps où le règne d'une certaine gabegie sur un pays qui a une histoire. C'est un drame algérien, c'est notre problème, mais qu'on ne vient pas nous donner de leçons concernant l'Algérie. L'Algérie, c'est notre pays. Nous n'avons pas dans notre pays. Nous ne sommes pas des réfugiés dans ce pays-là. Il faut que les gens le comprennent. C'est leur pays. C'est un pays qui a été légué avec avec une ardoise de martyrs inqualifiables, incalculables, inestimable. Alors, l'Algérie, elle se fera. Le changement, il y est, et tout le monde est au courant, et tout le monde y croit, y compris le pouvoir réel. Mais c'est ça le problème, Maître Nait Saleh, c'est ça le problème. Le changement, le peuple y croit. Mais est-ce que ce régime y croit? Le régime, il est dans notre sens, Maître Nait Saleh. C'est tout à fait normal, ils défendent. Mais prenons en compte un peu de logique. L'équation, l'élément essentiel dans cette équation, c'est le peuple. Il n'y a pas d'État sans le peuple. Il n'y a pas d'Algérie sans son peuple. Et il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pays sans le peuple algérien. Il faut que les jeunes la comprennent. Elle est difficile parce que nous parlons pendant 58 ans et dans les 20 dernières années de Bouteflika, le désastre de Bouteflika. Alors, les gens ont appris à prendre la richesse d'un pays. Nous parlons d'intérêt, nous parlons de privilèges, nous parlons de classe. Il y a des gens qui ont pris un droit divin sur ce pays-là. C'est pas facile de changer la mentalité, c'est pas facile. Nous ne voulons pas, le peuple ne veut pas l'aventurisme. Il faut être clair. Nous ne pouvons pas aller derrière les apprentis sorciers pour faire de l'aventure. Le changement, il y est, il viendra. Et je vous assure que le pouvoir réel a compris. Le pouvoir réel, je ne parle pas de cette façade civile, cette façade qui ne sert à rien, qui aujourd'hui, après une heure, elle vit une précarité totale. Le pouvoir réel, c'est lui qui décide. Il a compris que le changement
est inévitable et très qu'il ne pourra jamais rentrer en conflit avec son peuple. Très bien. Un seul mot, Sib Belkacem Nayed Saleh, je n'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on est dans le changement dont vous êtes en train de parler? C'est inévitable, il y a des passerelles. Il y a des passerelles. La question, c'est pas on est dans le changement. Est-ce qu'on ira vers le changement? Et je vous assure qu'on ira vers le changement. Il est inévitable. Il y a une crise économique avec des répercussions sociales indescriptibles. Merci, Maître Belkacem Nayed Saleh. Yatik Saha. On s'excuse, on n'a pas beaucoup de temps, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais revenir à Zuhour Ouammara. Zuhour Ouammara, quelle est votre analyse par rapport à ce que Maître Belkacem Nayed Saleh a dit? Il dit que le changement est inévitable. Certes, les Algériens pensent ça, pensent que le changement est inévitable. Mais tout ce qu'on est en train de voir, c'est à l'encontre des aspirations du peuple algérien. Oui, exactement. C'est pour cette raison que le mouvement populaire, il continue et il va continuer jusqu'à ce que le peuple algérien, il arrive à avoir ce qu'il mérite. Tout simplement. Et ça, en fait, ça va se faire à travers les Algériens qui sont en Algérie et les Algériens qui sont à l'étranger aussi. Parce que juste pour répondre juste à une petite question qui a été expliquée tout à l'heure, et la lettre ouverte qui a été envoyée à l'ONU et beaucoup d'autres actions, elles ont été faites à travers des Algériens qui sont à l'étranger en fait, mais qui sont toujours soucieux du bien-être de leur pays. Vous-même, Zuhour Ouammara. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Donc c'est un atout en fait. Et c'est ça, si vous voulez, la pierre angulaire et le noyau de la réussite de ce mouvement populaire. Il faut que le peuple algérien reste soudé et il faut qu'on arrive en fait à dépasser toutes nos différences culturelles, politiques, sociétales, tout ce que vous voulez, afin d'œuvrer pour un seul but qui est l'établissement et la mise en place d'un état de droit, d'un véritable état de droit en Algérie. Parce que, si vous voulez, le fait de faire machine arrière maintenant, c'est vraiment le fait d'être ou de vivre dans une atmosphère et de vivre dans un état de non-droit qui sera pire que le régime de Bouteflika. Très bien. Donc, c'est comme si, en fait, le peuple algérien, maintenant, il est sur une autoroute, en fait. Il doit continuer à avancer parce qu'il ne peut pas faire machine arrière. Très bien, merci. Parce que ça serait fatal pour lui. Merci Zuhour Ouammara, merci beaucoup d'être avec nous. Le mot de la fin, Saïd Issa, Zuhour Ouammara nous dit le peuple algérien est sur l'autoroute et comme c'est sur l'autoroute, il ne peut pas faire marche arrière. Le changement est inévitable, nous a dit Maître Belkacem Nayed Saleh. Votre dernier mot? Moi, je dirais, je suis en total accord avec ce qu'il dit concernant le changement. Le peuple algérien, oui, il est sur une autoroute. J'espère qu'il gardera sa vitesse de croisière et il arrivera à bon port. Mais vous savez, entre le bien et le mal, c'est comme si c'était une pièce de monnaie. On ne distingue pas trop entre le bien et le mal. Boualem Sansal, dans un de ses romans, disait le système totalitaire est inévitable. Il y a une autre thèse qui dit que tous les tyrans ont une fin semblable. En 89, il y avait la chute du mur de Berlin et la chute des dictatures de l'ex-bloc soviétique. Ceausescu est tombé. Donc, il y a bien eu des mythes qui ont été mis à terre. Pourquoi pas nous, l'Algérie? Nous sommes un grand pays, comme l'a dit l'avocat. Nous sommes une puissance africaine. Nous comptons dans le monde. Alors, faisons de telle sorte à ce que l'Algérie soit toujours l'avant-garde des pays en voie de développement ou ces pays émergents. Je pense que l'avenir sera radieux, mais uniquement
grâce aux enfants de l'Algérie et grâce à une révolution qui doit être, comment dirais-je, sincère de la part de tout le monde. Merci Saïd Issa, merci d'être avec nous. Le mot de la fin, Hamid Lello, comment vous voyez les choses? Bien sûr, le changement est inévitable, a été dit. Le peuple algérien est toujours déterminé à aller à l'avant par rapport à ces revendications pour surtout un état de droit. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lello? Sur ces deux points précisément, le pays est grand, le peuple est grand, ils l'ont démontré maintes et maintes fois, mais parce que nous avons ce régime vieillissant, corrompu, et je suis désolé, nous avons une république bananière qui n'a aucun respect des institutions internationales. Donc ça c'est une. De deux, le changement est inévitable, oui, encore faut-il qu'on crée les conditions pour ce changement. C'est comme celui qui me posait la question, quand est-ce qu'on aura notre indépendance? Eh bien, il faut la créer, cette indépendance. Il faut créer les conditions pour l'indépendance. C'est bien beau de dire les paroles, mais il faut travailler. Quand je vois Drarni avec sa farouche détermination, quand je vois tous les prisonniers politiques qui rentrent et sortent tout le temps en Algérie, en dépit de toutes les menaces et de toutes les exactions, quand je vois... Et moi, je parle aussi, j'aimerais bien préciser une chose. La diaspora algérienne, elle fait une partie intégrante du peuple algérien. Donc, il ne faut pas diviser les Algériens de l'étranger. Moi, je vis en Algérie, moi, je vis... Non, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, maître... la dame de Tunis a bien dit qu'en ce moment, c'est la diaspora qui est le véhicule moteur du Hirak parce qu'il y a un blocage au niveau de l'Algérie et c'est nous, à la diaspora, nous aidons, nous travaillons avec le peuple algérien, nous avons accès aux institutions internationales et donc nous travaillons à créer ces conditions pour que le Hirak reprenne parce que oui, le changement viendra, mais on travaillera ensemble. Il n'y a pas d'Algériens de l'intérieur et l'Algérien de l'extérieur. Et les Moudjahidines l'ont prouvé en 54 et 62. Il y a eu une diaspora algérienne en France en particulier qui était un moteur clé dans la libération de l'Algérie. Et Tahiyya al-Jazair. Barakallahu fik, yatik saha, Hamid Lello. Et je termine avec une petite citation, surtout par rapport à ce que vous êtes en train de dire, qu'il faut agir si on veut créer une Algérie nouvelle. Quand on commence à agir, l'espoir est partout. Alors, au lieu d'attendre l'espoir, cherchez l'action, et c'est seulement à ce moment que l'espoir sera là. Ya'tikoum saha. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie tous mes invités. Zuhur Ouamara, enseignante, universitaire en droit public et consultante régionale qui était avec nous depuis Tunis. Hamid Lello, médiateur certifié, analyste dans la révolution des conflits depuis Washington. Et Saïd Issa, journaliste, chroniqueur indépendant depuis Alger. Belkacem Naïd Salah, avocat défenseur des droits de l'homme depuis Oran. Et Pierre Audin, fils de Maurice Audin, qui était avec nous depuis Paris. On est arrivé à la fin de cette émission. À demain, Inch'Allah.